Bonjour, aujourd'hui on va faire l'exercice numéro 5 à la page 72 des notes de cours. Donc ici ce qu'on a c'est, comme je vous disais en classe, un genre de tablette Ikea cheap où on a juste une poutre qui est appuyée sur un mur avec une corde qui la retient. Puis on a déposé un bloc sur notre tablette. Puis on veut savoir la grandeur de la force de frottement exercée par le mur puis de la normale exercée par le mur. Donc, la première étape, comme toujours, c'est de tracer sur chacun des objets les forces qui agissent sur chacun de ces objets-là. Donc, sur le cube en premier, ok, si on regarde comme il faut, on a deux forces. Donc, on a ici euh, donc une force normale exercée par, si ça c'est l'objet A, puis ça c'est l'objet B. Donc, une force exercée sur l'objet A par l'objet B. Une force normale qui empêche le bloc de traverser le mur. On a aussi euh, le poids de notre objet, oups, qui s'en va dans l'autre direction. Donc, on a aussi le poids, pardon, de notre objet qui l'attire vers le centre de la Terre, comme toujours. Donc ça va être le poids de l'objet A. Quelles sont les forces qui agissent sur l'objet B maintenant? Bien, l'objet B, lui, premièrement, il y a, comme toujours, il y a le poids de l'objet B aussi qui est facile à identifier, okay, parce que chaque objet est soumis à son poids. Donc, le poids de l'objet B. On a la tension dans... Pardon. On a aussi la planche, elle, qu'est-ce qu'elle sent? Elle sent qu'une corde qui tire dessus. Okay? Donc, dans quelle direction est-ce que la tension agit? La corde tire dans cette direction-là sur le bloc. Donc, il va y avoir une tension ici qui va tirer sur la planche. Il y a une force. Pourquoi est-ce que la planche ne passe pas à travers le mur? C'est parce que le mur exerce une force normale. Donc, je la trace ici de cette façon-là. Okay? C'est quoi cette force-là? C'est une force normale exercée par le mur. Okay? Donc, si en plus, okay, on se met encore à la place de la planche qui est ici, ben, elle a l'impression qu'il y a quelque chose qui est appuyé sur elle ici. Okay? Ça, c'est quoi? Ça, c'est le bloc. Okay? C'est quoi la force qui va être exercée par le bloc? Okay? Ben, la force qui va être exercée par le bloc, c'est une force normale ici. Okay? Pourquoi? Parce que c'est vraiment une force de contact due à la présence d'un bloc A sur le bloc B. Puis c'est quoi? C'est la normale exercée sur le bloc B par le bloc A. Okay? Donc ici, c'est pour ça que j'utilise ces indices, parce que la normale exercée sur le bloc B par A, puis la normale exercée sur A par B, forment ce qu'on a vu brièvement étant une paire action-réaction. Donc, si le bloc ici subit une force de 10 newtons de la part de cette planche-là, ben, par exemple, ça veut dire que lui exerce une force de 10 newtons sur cette planche-là également. Okay? Donc, on avait vu mathématiquement que la grandeur de la force exercée sur A par B, okay? Donc, je mets un symbole valeur absolue pour dire grandeur de mon vecteur, mais c'est la même grandeur que la force exercée sur le bloc B par le bloc A. Okay? Donc ça, c'est un principe de physique assez important, merci. Okay? Donc ça, c'est la troisième loi de Newton, en fait, okay, qui dit que la force exercée par un objet sur un autre est égale à la force exercée par le deuxième sur le premier. Donc la différence, c'est qu'ils sont orientés dans les directions opposées, mais ils ont la même grandeur. Si on vient ici, il manque une force. Okay? Si le bout de la planche ne glisse pas par rapport au mur ici, ben c'est parce qu'il y a une force supplémentaire qui l'empêche de glisser. Puis, c'est quoi cette force-là? Ben, c'est une force de frottement, donc qui va être parallèle au mur ici. Okay? Donc, les forces de frottement sont parallèles aux surfaces. Les forces normales sont perpendiculaires aux surfaces. Donc, si comme ma surface est verticale, ben, la force de frottement va être verticale, puis la force normale va être horizontale. Donc, ça, c'est mon schéma de force complet sur mes objets A et B. Ce qui me manque ensuite, comme toujours, c'est se faire un système d'axes. Donc, sur chaque objet, on va se faire un système d'axes différent. Okay? Donc, mon objet ici a des forces seulement dans cette direction-là. Donc, je vais me tracer un axe X positif dans cette direction-là, positif vers le haut. Cet objet-là subit des forces en deux dimensions.
Donc, on va se faire un système d'axes X puis Y orienté comme ça. Donc, ensuite, ce qu'on doit faire, c'est regarder en détail les forces qui agissent sur lui puis les forces qui agissent sur lui. Donc, on va commencer par le bloc A parce que c'est le plus facile. Donc, on sait que la somme des forces qui agissent sur le bloc A doit être égale à 0. Okay. Quelles sont ces forces-là? Ben, on a plus la force normale moins le poids de l'objet A égale à 0. Donc, la force normale exercée sur A par B est égale au poids de l'objet A, qui est égal à sa masse fois la gravité. Okay. On a oublié de marquer les masses des objets. La masse de l'objet A, on vous dit, c'est 2 kg. Puis la masse de l'objet B, 5 kg. Donc, la force normale AB est égale à 19,6 newton. Okay. Une fois qu'on a ça, on peut regarder les forces qui agissent sur le bloc B. Okay. Donc, sur le bloc B, la somme des forces qui agissent sur le bloc B doit être égale à 0. On a des forces dans la direction X, puis on a des forces dans la direction Y. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la direction X? Ben, positif, j'ai la normale exercée par le mur. Puis, négatif, j'ai une partie de la tension ici. J'ai simplement une partie de la tension dans la direction X. Dans la direction Y, quelles sont les forces en présence? Ben, j'ai le frottement qui est positif ici. Okay? Donc, qui tire vers les positifs. J'ai le poids de l'objet B ici qui tire vers les négatifs. J'ai la force normale ici qui tire elle aussi vers les négatifs. Puis j'ai une partie de la tension qui tire vers les positifs. Bon, j'ai mis 2 fois la même couleur, mais on se comprend. Plus la tension, mais seulement la partie en Y. Donc ici, j'ai 4 forces qui ont des composantes en Y. Qu'est-ce que je vais devoir faire ensuite, c'est décomposer mon vecteur T. Donc, je vais regarder simplement juste le vecteur T ici. Je sais que j'ai une composante Tx, puis une composante Ty. Puis, on nous donne un angle de 35 degrés ici, par rapport à l'horizontale. Donc, je vais avoir une variable qui va être liée au cosinus de 35. Cosinus de 35, c'est quoi? C'est côté adjacent divisé par hypoténuse. Donc, c'est la grandeur du côté adjacent sur la grandeur de l'hypoténuse. Donc, Tx est égal à T fois cos de 35. Comme la tension a une grandeur de 40 newtons, ben, la composante Tx va être égale à 40 fois le cosinus de 35, c'est-à-dire 32,8 newtons. Ça, c'est la composante en x. La composante en y, elle, va être liée au sinus de l'angle de 35 degrés. Le sinus de mon angle de 35, c'est quoi? C'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, c'est ty divisé par t. Ça veut dire que ty est égal à t fois sinus de 35. Ty va être égal à 40 fois sin de 35. 22,9 newtons. Donc là, ici, par exemple, si on regarde, ça me permet tout de suite de trouver la grandeur de la force normale. Pourquoi? La normale a la même grandeur que la composante horizontale de la tension. La composante horizontale de la tension mesure 32,8 newtons. Donc, tout de suite, je peux trouver que la force normale exercée par le mur mesure 32,8 newtons. Puis ici, si je recherche la force de frottement, ben, la force de frottement va être égale à quoi? La grandeur du poids de l'objet B. Oh, ça j'aurais dû faire. On va marquer ici.
juste un petit peu chargé, là. Le poids de l'objet B, c'est la masse de l'objet B fois G. Donc, c'est 5 fois 9,8, c'est 49 newtons. Okay. Donc, c'est moins 49 ici. C'est quoi la grandeur de la force normale exercée sur A par B? Mais c'est la même grandeur que la force normale exercée sur B par A. Ici, on a déduit que c'était 19,6 newtons. Donc, ici, j'ai moins 19,6. J'ai TY qui est positif. C'est quoi la grandeur de TY? La grandeur de TY, c'est 22,9. Donc, plus 22,9 égale 0. Donc, tout de suite, je peux trouver la grandeur de la force de frottement qui va être égale à 49, 19,6, 22,9, 45,7 newtons. Ici, j'ai trouvé une valeur positive pour la force de frottement, donc j'ai envoyé tous ces termes-là de l'autre côté. Si j'avais trouvé une force négative, bien, ça m'aurait simplement voulu dire que j'aurais mal deviné au début. Ce que je veux dire par là, c'est imaginer que si j'avais orienté, comme je ne suis pas certain ici dans quel sens le frottement tire, mais si j'avais placé le frottement vers le bas, ça aurait changé quoi? Ben ici, le signe devant F serait négatif. Donc, j'aurais moins F est égal à quelque chose de positif. Donc, j'aurais F est égal à quelque chose de négatif. Ça veut dire que dans le fond, j'ai mal deviné au début puis que F est orienté vraiment vers le haut. Donc, même à la limite, si on choisit pas du bon bord, la réponse qu'on va trouver, elle, va être orientée du bon côté. C'est ça qui va nous permettre de s'assurer que nos réponses en partant ne dépendent pas du choix de système d'axe qu'on a fait au début. Puis ne dépendent même pas à la limite de si on a placé dans la bonne direction les forces. Okay? C'est une bonne habitude de le faire quand même, mais c'est pas critique si vous le faites pas non plus. Okay? Donc, ça, c'est la démarche pour l'exemple numéro 5 des notes à la page 72.